Bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Chabert et peut-être qu'il y a un certain Greg Trucheté qui viendra si j'ai oublié des trucs. Mais je vais prendre quelques minutes pour vous présenter notre équipe qui a été construite grâce et autour de l'IA. Donc pour vous donner un peu de contexte, il y a un an, donc en mars 2025, Swile a décidé de créer un nouveau produit qui s'appelle les notes de frais et a décidé aussi de pousser ça sur une nouvelle équipe, une toute nouvelle jeune équipe constituée de 3 ingénieurs. Et on a fait le choix dès le départ de mettre l'IA au centre à la fois de notre produit, mais aussi du fonctionnement de notre équipe. Pour ça, on a fait des choix forts. On voulait absolument éviter tous les process manuels et retomber dans certains travers qu'on pouvait avoir connus dans le passé. On voulait surtout, et encore aujourd'hui, gérer des agents et uniquement gérer des agents et ne pas gérer des tâches au quotidien. Par exemple, on n'a pas de Jira pour gérer nos tâches. Et notre modo, ça a été d'automatiser tout ce qui était automatisable le plus possible. Et vous allez voir comment. Donc au départ, on était 3 ingénieurs. Dans l'année, on a commencé à recruter un peu plus. Sur la fin d'année dernière, on est arrivé à bien augmenter. On est aujourd'hui 8 ingénieurs. Le produit est quasiment prêt, hein, quasiment. Et techniquement, qu'est-ce que ça représente? On a travaillé sur 4 clients, donc il y a 2 apps mobiles, 2 espaces web. On a au passage fait pousser 2 BFF, 2 back-end for front-end, et on a intervenu sur 3 back-end, dont un complètement from scratch. Ça représente plus de 600 000 lignes de code, de mars à mars, aujourd'hui encore plus. Et si on se retrouvait dans une ère passée, donc de la préhistoire, des diplodocus, etc., ça prendrait 20 ingénieurs full-time pendant un an. Donc ça a été rendu possible uniquement grâce à l'IA. Donc comment ça s'articule au quotidien? Tout d'abord, dans notre équipe, il n'y a pas de hiérarchie forte, pas du tout. Chacun est garant de la feature qu'il prend, qu'il a décidé d'entreprendre, donc du code qu'il va produire, mais aussi du résultat en termes de produit et de feature finale. Donc pour ça, on pilote des agents, comme je vous l'ai dit. Ces agents, ils ont plein de capacités différentes, à la fois pour recueillir du besoin, pour aller regarder sur le marché comment ça se passe, puis développer ce qu'on attend de lui, et enfin tester le résultat final, puis le pousser en prod, évidemment. Mais dès qu'on a une frustration qui émerge dans ce cycle, on va essayer de se poser la question comment on peut automatiser ça avec un agent. Donc en termes de produits, pour garantir le périmètre fonctionnel de tout ça, on a de la documentation assez forte, on a des cloud.md dans tous les dépôts dans lesquels on vient intervenir, et on a quelque chose d'assez transverse, qui est une documentation produit et fonctionnelle de notre produit note de frais. Cette documentation, on a décidé de la mettre dans un Notion, qui sert de base de connaissances, et qui est transverse à tout ce qu'on va faire dans notre quotidien. Un autre modo qu'on a, c'est que quand l'IA dérive, et ça arrive, on n'essaye pas de corriger par nous-mêmes. On se dit que si elle dérive, c'est que soit on n'a pas été bon sur le contexte qu'on lui a donné, soit il manque de la documentation. Donc notre réflexe, ça va être d'intervenir sur cette documentation, de la corriger et raffiner pour un travail plus long terme. Donc aujourd'hui, on peut considérer que chacun devient un petit peu product manager de sa feature au quotidien. Et c'est comme ça qu'on s'articule. Malheureusement, très vite, on arrive à certains goulots d'étranglement. Et le premier qui arrive, qui est souvent en ce moment, qu'on discute beaucoup en ce moment, c'est le nombre de pull requests qui pop tous les jours. Donc aujourd'hui, en moyenne, donc sur l'année de mars à mars, on a fait une moyenne à 30 pull requests par dev par mois. Je vous laisse faire le calcul, mais aujourd'hui, on est 8 devs. Il arrive qu'il y a des matins, comme cet agent qui nous remonte toutes les pull requests qu'il faut qu'on traite, il arrive qu'il y en ait plus d'une vingtaine à traiter. Si on fait notre travail d'ingénieur consciencieusement, qu'on va review le code manuellement, on perd tous
dans l'équipe, plus d'une demi-journée pour faire ce travail-là. Donc c'est du temps qui est entre guillemets perdu parce qu'on ne peut pas continuer à construire comme on construisait au début ou comme on voudrait. Donc on a vraiment une chute de la vélocité qui est énorme, et ça on l'a vraiment vu quand l'équipe a grossi. Et donc là, ça a été un premier goulot d'étranglement. Bon, on s'est dit, jusqu'à présent, on utilise l'IA pour répondre à nos problèmes. Eh bien, on va faire pareil. On a mis en place un agent expert qui va s'occuper du périmètre de notre produit. Donc, il s'appelle Expense Reviewer. C'est un agent qui tourne dans le cloud, qui a accès à l'ensemble du contexte nécessaire, donc GitHub, Notion avec nos documentations produits, qui a un périmètre fonctionnel très clair. On lui dit ce dépôt il sert à ça, ce dépôt il sert à ça, l'articulation de tout ça, ça fonctionne comme ça. Et son rôle, ça va être de directement faire ce travail de review, de traitement, de vérifier l'alignement. Donc comment on articule ça sur 3 axes. Le premier, évidemment, la sécurité. On veut garantir que chaque développement qui a été fait par un membre de l'équipe n'introduit pas une faille de sécurité, quelque chose qu'on n'aurait pas spoté, et vérifier qu'on est dans le bon alignement sur la sécurité par rapport à l'entreprise. Le deuxième axe, c'est un alignement produit. Donc là, il vient s'appuyer notamment sur notre documentation Notion, mais aussi sur l'intention de la pull request. Vérifier, est-ce qu'on suit une bonne direction? Est-ce que c'est en accord avec ce qu'on avait défini ensemble au sein de l'équipe? Et enfin, il vient vérifier s'il y a un alignement fort entre la description de la pull request et le code. Voilà. Au moins, on peut, grâce à ça, se dire, bon, c'est bon, si je lis la description, je comprends l'intention, et je sais que le code fait ça derrière. Pour ça, pour arriver à ce résultat, on a donné des règles comme on le ferait à un être humain. On lui demande de se concentrer sur certains types de fichiers en priorité pour éviter qu'ils se dispersent. On lui demande d'éviter de favoriser, d'être silencieux le plus possible. Donc de faire du bruit que si vraiment il faut faire du bruit, que si vraiment on n'est pas axé sur tout ce que j'ai cité précédemment. Et pour l'instant, donc il est en test depuis maintenant plusieurs mois, il donne des recommandations, uniquement des recommandations. Est-ce qu'on peut merger la PR ou est-ce qu'il y a un warning, est-ce qu'il y a un problème à adresser? Pour que ça fonctionne, une règle d'or, c'est de ne pas avoir de modification automatique de notre documentation par de l'IA. On ne veut pas rentrer dans un cycle où l'IA produit quelque chose et se modifie toute seule. Ça, vous avez sûrement dû le constater, ça ajoute énormément de bruit dans la documentation. Et en fait, nous, c'est ce qui va nous garantir que ça fonctionne. La documentation, c'est nous qui l'avons produit, c'est ce qui fait que ça marche. Donc il faut éviter ça absolument. Dans l'équipe, chacun, comme je vous l'ai dit, est responsable de la feature qu'il produit, de la tester, de vérifier que tout va bien. Donc c'est pour ça aussi que ça fonctionne. Et enfin, on a une synchronisation assez forte au sein de l'équipe, que ce soit en présentiel ou non. On essaye systématiquement de vérifier l'alignement, au moins à long terme, à mi-terme et à long terme, de ce qu'on est en train de produire. Est-ce que c'est vraiment l'objectif qu'on veut à la fin? Au moins, on est conscient dans l'équipe de que chacun réalise une tâche qui va être pertinente pour le produit qu'on est en train de réaliser. Cependant, il reste quelques aspects un peu plus compliqués. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut rentrer dans des boucles interminables avec l'agent. Ça, vous avez déjà dû le remarquer. L'agent fait une review, il vous propose de faire des changements qu'il a spotés, etc. Vous les faites, puis après, là, il trouve d'autres aspects qu'il n'avait pas vus avant, etc., etc. On peut rentrer dans une boucle infernale. Ce problème-là, il arrive la plupart du temps quand il y a un manquement, et un manque de clarté à la fois dans l'intention de la pull request ou dans la documentation qu'on avait produite. Donc pour éviter ça, il faut reclarifier. Ça veut dire que potentiellement, quand on s'est lancé dans la feature, ce n'était pas assez clair pour nous. Donc il faut corriger le tir. Il y a un certain aspect qui peut rentrer en jeu, c'est le lâcher prise. Il faut se dire que là, on essaye de faire confiance à un agent,
Mais en fait, la vraie question, c'est pas faire confiance à un agent, c'est est-ce qu'on fait confiance à toute la documentation qu'on a donnée à l'agent. C'est ça la clé. Et si on est confiant de tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a fait, bon, bah, l'agent, il va s'en sortir sans problème. Un dernier aspect, ça va être les features un peu transverses, notamment chez Swile, qui vont toucher différents produits, différents périmètres. Ici, ça marche très bien parce que le périmètre fonctionnel et produit de note de frais est très clair, très défini, très cadré. Ça marche. Mais dès qu'on fait une feature qui va être beaucoup plus transverse, malheureusement, c'est peut-être pas comme ça partout et ça touche à des aspects un peu différents. Donc là, on touche quelques limites et ça demande un alignement d'entreprise fort pour pouvoir généraliser ce qu'on a fait à l'ensemble du travail qu'on réalise chez Swile. La prochaine étape, et ça va arriver demain, si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est une approbation automatique des pull requests. Et ça, pour une raison forte, on veut que chaque développeur dans l'équipe soit en capacité de travailler tout seul en autonomie sur la feature qu'il est en train d'accomplir. On ne veut pas prendre du temps aux autres membres de l'équipe qui sont eux aussi en train de développer et de faire évoluer notre produit. Et ça, on n'a pas le choix. Il va falloir passer par là. On en est convaincu. Les limites qu'on risque de rencontrer, qu'on rencontre, donc comme je l'ai cité tout à l'heure, il y a des goulots d'étranglement, il y en aura encore. Et c'est là où on aura une vraie plus-value en tant qu'ingénieur. Aujourd'hui, par exemple, quand on développe une nouvelle feature, bon, bah, c'est très bien, en 1 heure, en 2 heures, en 2 jours, elle est terminée. Mais il y avait quand même des processus forts qui étaient là, présents chez Swile ou n'importe quelle entreprise. Par exemple, on est obligé de communiquer avec une entreprise, avec une équipe spécialisée dans le légal, une autre spécialisée dans plein d'autres aspects qui sont historiques et qui sont nécessaires. Ben, là, eux, ils vont avoir une boucle de retour vers nous qui ne sera pas de l'heure, qui sera peut-être de plusieurs jours, de plusieurs semaines, peut-être de plusieurs mois. Donc là, on rencontre un goulot d'étranglement. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, un alignement d'entreprise fort est aussi nécessaire sur plus que l'innovation. Si on veut réussir à pousser l'IA au maximum pour garantir le meilleur résultat à la fin et la meilleure productivité à la fin. On travaille aussi énormément à essayer de faire en sorte que l'IA soit capable de tester elle-même et de vérifier. Il y a plein de choses qu'on fait encore au sein de l'équipe qui sont malheureusement un petit peu manuelles, mais on y travaille. On est sûr que ça, demain, ça sera résolu, mais aujourd'hui, c'est encore un goulot d'étranglement pour nous. Bon, je peux en parler. Le coût, les tokens, ça peut être une gabegie financière très rapidement, mais on est vraiment dans une phase d'investissement. Là, on y met de l'argent, c'est évident, mais on est convaincu que sur du moyen terme, ça sera vraiment bénéfique et potentiellement un gain d'argent aussi. On est conscient que cela nous coûte en tant qu'humains parce que il faut qu'on travaille et qu'on valorise notre temps sur vraiment les tâches les plus pertinentes aujourd'hui. Et les tâches pertinentes pour nous, c'est définir le produit qu'on est en train de construire. On estime que c'est là où on a le plus de valeur ajoutée. Pour terminer rapidement sur les autres agents qu'on a dans l'équipe, vous avez vu tout à l'heure, il y a aussi un agent qui s'occupe de nous dire attendez, l'équipe, il y a tout ça qui est en attente de traitement. Bon, on a plein de petits agents qui tournent comme ça. On en a un, par exemple, quand on a lancé le produit, on a demandé à nos clients et n'importe qui, en fait, de nous faire des retours. Donc, ils font des retours sous n'importe quelle forme, n'importe quand. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent. C'est des populations différentes, qui ont des métiers différents, qui s'expriment différemment. Et n'importe qui a déjà adressé ce genre de retour sait que ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Il faut savoir trier, dédupliquer, classifier tout ce qui arrive. Bon, ce travail-là, il est manuel. Et nous, on n'aime pas le manuel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un agent qui va se collecter tous ces retours, qui va les stocker dans une base de données à nous, et qui va tout de suite identifier ce qui est corrigeable facilement, quand c'est des bugs clairs, etc. Bon, très bien, hop, il y a une pull request qui va être créée, parce qu'on lui donne l'ensemble du contexte pour pouvoir réaliser ça.
Un autre agent, c'est celui qui se déclenche quand il y a une alerte. Donc on utilise Sentry. Donc dès que nos produits remontent une alerte, bon, bah, il y a un agent qui se déclenche. Pareil, on lui donne tout le contexte nécessaire, Datadog, Slack, Sentry. Si c'est des régressions, etc., il peut le capter très très vite. Et bien ça, c'est du temps qu'on gagne. Quand on arrive après sur l'alerte, bon, ben on peut regarder si le diagnostic il est OK, et surtout si c'est un bug facilement identifiable, encore une fois, il a fait une PR. Bon, ben super, on a gagné du temps. Un autre agent qui tourne, qui pourrait paraître minimal, c'est de regarder ce qui s'est passé la veille et qui va rajouter tous les tests qui manquent. Alors ça, cet agent-là, il pourrait paraître anodin, mais mine de rien, il nous permet au quotidien de vérifier qu'il n'y a pas un désalignement entre la documentation qu'on a fournie à ces agents et le résultat attendu. Donc s'il rajoute des tests qui servent à rien, qui mettent en lumière des trucs dans lesquels on ne veut pas aller, eh ben c'est un moment pour requalifier et retravailler la documentation qu'on a faite. Donc, en conclusion, notre rôle d'ingénieur aujourd'hui, vous le savez, il a changé. Aujourd'hui, c'est piloter vraiment des agents et faire en sorte que ces agents soient alimentés avec les bonnes sources de données pour que ça marche. On a un focus, nous, en tant qu'ingénieurs, sur les prises de décision, sur l'alignement produit et vérifier encore une fois que tout fonctionne bien, vérifier le résultat. Et on espère très rapidement qu'on va arriver à 100 PR par jour qui seront créés, émergés en autonomie. On crée sûrement assisté. C'est potentiellement un objectif qui paraît fou, mais on est persuadé qu'avec les bonnes règles, c'est-à-dire donner le feedback, avoir le meilleur feedback avec un feedback qui est court au niveau de l'agent, un bon contexte et un alignement global de l'entreprise, c'est sûr, c'est réalisable. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment et qu'est-ce qu'on a oublié encore d'automatiser pour augmenter notre ROI à terme. Voilà, si vous avez des questions. Merci. Oui, des questions. Je sens que je vais faire beaucoup de... Ouais. Je crois qu'il y a un message à me faire passer, je sais pas, mais je vais me faire des kilomètres là. Bonjour. Alors, très bonne présentation. J'ai beaucoup aimé déjà. Et tu as présenté un moment, une partie sur le fait de pouvoir être en totale autonomie sur une fonctionnalité, de pouvoir auto-merge et que chaque ingénieur soit responsable de sa feature un peu de bout en bout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, selon vous, que deux ingénieurs, par exemple, développent de fonctionnalités et qui est, par exemple, une subtilité transverse en fait, sur ces deux fonctionnalités et que le fait que, justement, il n'y ait pas de partage de code review finalement sur la PR de l'autre fait qu'il n'y a pas de partage de connaissances sur certaines évolutions en fait, de partie de l'application qui pourraient soit induire la duplication de code ou deux solutions complètement différentes. Voilà. Est-ce que c'est un risque que vous envisagez? Comment vous pourriez le traiter? Alors c'est un risque qu'on envisage, qui risque d'arriver, mais je l'ai présenté je l'ai dit, ce qui marche aussi dans notre équipe, c'est qu'on a une synchronisation forte dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'on sait à peu près ce sur quoi travaillent les gens. On sait que si on a des points d'intérêt de mutualisation, bon, ben, on va se parler. Mais ce risque-là, évidemment, peut-être qu'il va arriver un jour. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Bon, bah, peut-être qu'on aura un petit incident, peut-être qu'on aura un petit couac, peut-être que ça peut arriver. Mais je pense que ça peut déjà arriver aujourd'hui. C'est presque sûr. Tu peux avoir un collègue qui vient review ta PR. Pour autant, c'est pas le même collègue qui est en train de faire la même feature que tu es en train de faire. En effet. Donc je pense qu'il n'y a pas de sujet. Merci. J'ai même 2 micros maintenant, donc je vais pouvoir me... J'ai loupé quelqu'un au passage? Désolé.
Merci pour la présentation. Moi, j'ai une petite question par rapport à la vie de l'équipe et les profils de l'équipe en général. Je n'étais pas là au tout début, donc peut-être que tu avais présenté la composition de l'équipe. Mais finalement, les intervenants, les ingénieurs dans l'équipe se placent plus sur une posture en gros, de PM technique, presse, plus que de codeur. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que ce changement de paradigme, globalement, en termes de philosophie pour les gens, est-ce que ça correspondait à toutes les personnalités dans l'équipe, ou c'est plus des gens qui avaient déjà une appétence forte sur la conception de produits? Oui, c'est le cas. Enfin, j'allais répondre, mais tous les membres de l'équipe sont là pour construire et faire vivre un produit. C'est vraiment ce qui les anime, avant tout. Même si on a tous un attrait technique, évidemment. Mais vraiment, c'est notre intention, si tu veux rajouter. Ouais, je peux rajouter un truc là-dessus. Quand on a constitué l'équipe, alors je me présente vite fait, mais je m'appelle Greg et je suis directeur engineering chez Swile et j'ai notamment participé à la construction de cette équipe. En fait, chaque personne qui rejoint cette équipe, le deal est toujours très clair. C'est de dire qu'en fait, dans cette équipe, ça se passera comme ça. Et il y a des gens pour qui c'est pas évident ou c'est pas quelque chose qu'ils veulent faire, d'avoir un profil, alors certes très solide techniquement, mais avec ce vernis produit qui est nécessaire pour pouvoir gérer le produit au jour le jour. Et si c'est pas le cas, très bien. Mais en tout cas, le deal il est très clair. Et toutes les personnes de cette équipe, d'ailleurs, qui sont tous là quasiment, j'ai eu avant qu'ils entrent dans l'équipe à leur dire, voilà, en fait, ça va se passer comme ça dans l'équipe. Si tu veux pas faire ça, tu viens pas et il n'y a pas de problème. Et je me permets de rebondir, donc ok, là-dessus. Et après, comment vous faites, donc vu la volumétrie de code qu'il y a, la volumétrie de production qu'il y a, à contrario, comment vous faites pour garder une proximité avec le code? Parce que c'est vrai que le fait de s'éloigner, entre guillemets, d'avoir une vision un peu plus macro sur le développement et le cycle de vie du produit, ça peut faire en sorte qu'on puisse un peu s'éloigner de l'architecture du code en profondeur. Ça, vous arrivez à mélanger ces deux aspects au quotidien? Ouais, alors c'est une bonne question. Alors en réalité, on s'éloigne du code en termes de, vraiment ligne de code brute. Par contre, on s'éloigne pas de l'architecture. L'architecture au global, c'est toujours nous qui la maîtrisons, donc par de la documentation. Comme l'a dit Antoine, on a une documentation produit qui est forte, mais on a aussi une documentation technique qui est très forte. Et on contrôle nos agents avec ça. Donc en fait, on est toujours, quand on va travailler sur une nouvelle feature, on va on va lancer notre Claude, on va se mettre en mode plan. Et en fait, quand on va lire le plan, on aura une conscience très forte de ce qu'il va faire et on sera sûr qu'il va suivre nos patterns d'architecture. Désolé, je bagote un petit peu. Mais on aura le détail de chaque ligne de code, à la limite, il devient accessoire. C'est que globalement, on a la vision de la big picture, on reste dans le contrôle. Et après, si vraiment il y a besoin d'intervenir sur du code précisément, on va céder d'agents, on ira. Mais en fait, dans 95% des cas, c'est pas ce qui pose problème. Moi, j'ai une question un peu plus dans le détail. Peut-être que je suis arrivé aussi un peu en retard, donc peut-être que ça a déjà été dit. Les agents que vous utilisez, c'est des agents que vous faites que vous avez un peu customisés, ils run dans le cloud, c'est quoi? La majorité des agents, c'est des modèles Cloud 4.7 ou Opus. Enfin voilà, c'est des modèles qu'on n'a pas customisés, mais on a fait un travail assez approfondi sur le prompt qu'on donne à ces agents et sur le contexte auquel a accès l'agent. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, l'agent qui rajoute les tests après les dernières modifs, il est trigger manuellement ou il y a un truc automatique qui tourne Lui, il tourne toutes les nuits. Okay. C'est une automation dans le cloud, cursor automation, qui tourne dans le cloud, celui-ci, toutes les nuits et qui regarde juste ce qui s'est passé, ce qui a été émergé la veille. Et toutes les automations qu'on a présentées, il y en a certaines qui sont sur Cloud, d'autres qui sont sur Cursor. Mais vraiment, encore une fois, on utilise ce qu'il y a sur l'étagère. J'ai une petite question du live. Si vous auto-approuvez vos PR, comment vous faites en sorte d'avoir une approbation collective de la code base?
par deux aspects. Déjà, la synchronisation qu'on a au sein de l'équipe au quotidien, pour savoir que tout le monde on avance dans le même sens. Et encore une fois, la documentation. Ouais, en plus de la documentation, donc on a de la doc qui est dans Notion, locale à chacun de nos repositories, donc avec des Claude.md et compagnie. Mais on utilise également les skills de Claude, par exemple. Donc à l'échelle de l'entreprise, chez Swile, on commence à avoir des skills qui sont poussés automatiquement donc, par l'organisation. Donc c'est pas la liberté de chacun des ingénieurs de choisir, bah tiens, moi je veux le skill ABC. Il y a certains skills qui sont force push sur chaque instance de Claude de chacun des ingénieurs et qui du coup vont s'invoquer un peu tout seul en fonction de ce qu'il va faire. Donc c'est aussi comme ça qu'on va forcer à l'échelle de chaque ingénieur des patterns qu'on veut absolument respecter et de l'architecture qu'on va renforcer en fonction d'où se passe la contribution de l'agent. Donc c'est comme ça qu'on contrôle quand même au global que le comportement de l'agent d'un point de vue architecture, sécurité, performance, il se comporte vraiment comme dans l'équipe on l'a décidé et au niveau de l'organisation tech Swile comme on l'a décidé. Très bien, merci. On va s'arrêter là, je suis désolé parce qu'on a encore les deux talks qui suivent. Merci beaucoup, messieurs.